Bonjour à toutes et à tous, Radio Prague International vous propose une vingtaine de minutes en sa compagnie. Au sommaire de cette émission, le cinéma, avec la sortie en salle d'un documentaire tchèque composé d'images inédites de l'invasion de la Tchécoslovaquie en août 1968. Mais tout de suite, un souvenir de Jean-Paul Belmondo, qui pour les spectateurs tchèques aussi était une légende depuis les années 60, Anna Kubishta. À la fin des années 1960, notre groupe de copains a connu un de ses premiers chocs culturels. L'homme de Rio a débarqué dans les cinémas tchécoslovaques. Grâce à lui, le monde s'est chargé d'émotions, de couleurs et d'aventures inconnues et s'est ouvert à d'autres possibilités que nous ne connaissions pas. Mais dans la réalité de la Tchécoslovaquie socialiste, elles étaient aussi inaccessibles qu'un paquet de chewing-gum américain à l'odeur occidentale. Voilà ce qu'écrivait en 2016 le journaliste tchèque Jaroslav Formánek, correspondant en France de l'hebdomadaire Respect, à propos de l'icône qu'était devenu Jean-Paul Belmondo pour les Tchécoslovaques, avide de films réalisés de l'autre côté du rideau de fer. L'As des As, l'homme de Rio, le magnifique, traduit comme l'homme d'Acapulco en tchèque, Flic ou voyou et bien d'autres, tous les films d'aventure ou policiers de Belmondo ont été vus et revus, 1000 fois rediffusés sur les chaînes tchèques. Et les films de sa période Nouvelle Vague, comme À bout de souffle ou Pierrot le Fou, font régulièrement partie de la programmation des cinémas d'arrêt d'essai. Pour évoquer davantage l'importance qu'a représenté Belmondo, notamment dans ses grands rôles populaires pour les Tchèques sous le communisme, laissons place au souvenir d'un de ceux qui l'ont vécu, Jiří Dědeček, écrivain, musicien et traducteur du français. Vous savez, pour moi personnellement et pour mes contemporains, c'était un seul rayon de lumière dans des temps ténèbres de communisme, parce que les réalisateurs comme Godard, par exemple, étaient classifiés comme les hommes de gauche, puis Claude Zidi, Philippe de Broca, c'était des comédies. Alors, Belmondo a influencé toute ma vie dès le début, quand j'avais, je ne sais pas, 15 ans, 17 ans, j'ai commencé à aller sérieusement au cinéma. Et comme j'ai 68 aujourd'hui, lui il est mort en 88, il a vraiment influencé toute ma vie de ce film. On parle toujours des comédies, mais pas seulement ça, c'était aussi des romans policiers. Et pour moi, c'est une perte très très grave. C'est intéressant parce que j'ai souvent entendu ici en République tchèque des gens qui me parlaient des acteurs tchèques, notamment un acteur tchèque, Jiří Krampol, qui l'a doublé, et certains me disaient qu'après ils étaient surpris, voire peut-être même déçus de la voix de Jean-Paul Belmondo, la vraie voix en français, et que l'acteur qui le doublait était tellement bon qu'il faisait quasiment corps avec Jean-Paul Belmondo. C'était aussi votre impression ? Pas du tout, parce que je me souviens d'un autre acteur qui a doublé Belmondo dans les années 60-70, et c'était Jan Žižka. Lui, il a émigré après, en 77, et tout ce qu'il a doublé pour Belmondo était interdit, et on a trouvé ce Jiří Krampol. Alors, il est très bon, n'est-ce pas? C'est très bien fait. C'est une œuvre artistique, on peut dire, comme František Filipovský pour Louis de Funès, mais c'était un deuxième doubleur de Belmondo. Et mes souvenirs de Jan Žižka sont nettement bien, et pour moi, il était mieux que Krampol. A teď už mi jde vážně na nervy i ten jejich popsenkár, pravý chlap a šelma z kimonu. Však já s tebou zatočím, ty jeden atlete. Tak co? Šťastná? Celkem. Jen celkem? No tak počkej. Otoč se.
Peut-être c'est intéressant ce que vous mentionniez justement Louis de Funès. On a l'impression justement qu'en République tchèque et peut-être d'ailleurs même en Slovaquie, puisque tous ces films étaient évidemment dans tout le pays qui a disparu aujourd'hui, la Tchécoslovaquie, que dans le panthéon cinématographique populaire des Tchèques, il y a 3 noms. Il y a Jean-Paul Belmondo, Louis de Funès et chez les femmes Annie Girardot. Oui, on peut le dire comme ça, mais moi j'ajouterais par exemple Lino Ventura et Alain Delon aussi. Eux aussi, il était très important pour nous, pour les jeunes tchécoslovaques. Alors peut-être une question tout à fait personnelle, puisqu'on parle de panthéon personnel. Si vous deviez citer 1 ou peut-être 2 films de Jean-Paul Belmondo, des rôles qui vous ont marqué, vous, personnellement, quels seraient-ils ? Pour moi, ce sont tous les hommes de Rio, hommes d'Acapulco, etc. Et surtout l'homme d'Acapulco. C'est un film très important pour moi parce que c'est l'histoire d'un écrivain et qui s'imagine d'être un de ces personnages de son roman. Alors ça, c'est pour moi vraiment un film que je peux regarder maintes fois, encore et encore. Et puis, un de ses derniers films, L'homme et son chien. Pour moi, c'est un peu surprenant de voir un film et un Belmondo aussi triste que ça. Alors les 2 films, L'homme d'Acapulco et puis L'homme et son chien. Et des films justement complètement justement différents dans l'atmosphère, puisque vous dites que L'homme et son chien, c'est beaucoup plus mélancolique. Oui, tout à fait, mais ça représente très bien le talent de Belmondo, la grandeur, qu'il peut vraiment jouer dans des comédies et dans des, on peut dire, tragédies et des films mélancoliques. No a pak mě něco zastavilo. A jak padal, tak ten prapor padnul na něj. Pokud jde o krveprolití, nebyl bych proti. To byl moment, kdy jsem si uvědomil, že opravdu... Présenté en avant-première au Festival international du film de Karlovy Vary et désormais à voir dans certaines salles de cinéma tchèques avant une diffusion à la télévision tchèque prévue début 2022, le film documentaire Rekonstrukce okupace, reconstitution de l'occupation du réalisateur Jan Šikl donne à voir des images totalement inédites de l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie dans la nuit du 20 au 21 août 1968. Dans quelles conditions ces films ont-ils été retrouvés ? Comment le réalisateur a-t-il travaillé avec les intervenants, pour la plupart des gens ordinaires ? Avant de répondre à ces questions, Jan Šikl est revenu au micro d'Anna Kubishta sur sa propre expérience de cet événement majeur de l'histoire contemporaine tchèque. J'avais 11 ans, paradoxalement, le 20 août 1968 est le jour où nous avons acheté une maison de campagne. Je devais justement y être le 21 avec des amis pour faire du vélo. Finalement, mes parents m'ont emmené à Prague tôt le matin. Nous habitions dans le quartier de Vinohrady, non loin de la radio tchécoslovaque. Soudain, quelqu'un s'est mis à tirer à la mitraillette au coin de la rue Balbinova et Vinohradska et nous avons couru nous réfugier à la maison. Dans les journées qui ont suivi, je suis retourné dans les rues, mais je me souviens comme si c'était hier de l'émotion générale. Et même si je ne comprenais pas les enjeux politiques, les choses me paraissaient très claires. Je me souviens de la suite, avec les purges administratives, où les gens devaient signer un papier signifiant qu'ils étaient d'accord avec l'aide fraternelle. Tout le monde se disait « mais ils ne peuvent pas quand même virer tous ceux qui ne signent pas, la moitié de la nation ». Dans ma famille, 3 ou 4 personnes ont émigré à l'étranger. Donc cette émotion a perduré, cet événement a marqué tout le monde et ça me poursuit jusqu'à ce jour, quand je vois ce qui se passe en Ukraine par exemple. Vous avez découvert ces films documentaires par hasard dans le garage d'un ami, d'une connaissance qui ne les avait jamais visionnés. Mais d'où venaient ces films inédits à l'origine ? C'est quelqu'un qui collectionne à la base des articles commémoratifs de la Deuxième Guerre mondiale. Lors d'un achat quelconque, un vendeur d'antiquités lui a rajouté ces films en lui disant que sinon il allait les jeter. Il s'agit de films en 35 mm, donc il faut du matériel professionnel pour pouvoir les visionner.
Il a donc mis ça dans son garage et c'est resté là pendant 10 ans. Il y avait une rumeur autour de ces films selon laquelle ils dataient d'août 68. Un jour, il m'en a parlé, j'ai insisté pour pouvoir les voir. J'ai fait tout numériser et j'ai d'abord comparé ces films avec ce qui existait dans les archives des studios Barrandov et des productions des courts-métrages, les deux seules institutions qui avaient le matériel technique nécessaire et qui avaient le droit légalement d'en posséder. Je me disais que c'était impossible d'avoir 4 heures inédites de films sur 68 entre les mains et j'ai réalisé que c'était vraiment nouveau. J'ai fait des recherches sur leur origine. Il y a beaucoup de séquences tournées sur des sites militaires où un caméraman lambda n'aurait pas pu accéder à ces lieux sécurisés. J'ai réalisé que ça avait été tourné par des gens issus de l'armée qui avaient aussi une section de production de films. Peu de temps après avoir retrouvé ces films inédits, vous avez lancé un appel à témoins à la télévision tchèque à l'occasion du 50e anniversaire de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie. Vous avez appelé les gens à se manifester s'ils se reconnaissaient dans ces films inédits. Les gens ont-ils été nombreux à répondre ? Les réactions ont été incroyables. J'ai été submergé de réponses, plus d'1 millier de retours. Sur toutes ces réponses, j'ai dû en sélectionner un certain nombre pour le film, soit ceux qui se sont reconnus sur les films, ou alors certains qui ont reconnu quelqu'un. Il y a par exemple une dame qui a reconnu son frère sur un lit d'hôpital après qu'on lui ait tiré dessus devant la radio. Il y a aussi des gens qui m'ont confié leurs films amateurs de l'époque. Ça m'a permis aussi de sortir de Prague, d'avoir une vision de l'événement depuis les régions. La qualité est évidemment moindre que celle des 35 mm, mais ces films-là sont également précieux. On sent l'émotion omniprésente, la crainte aussi, car le caméraman va par exemple se cacher derrière un lampadaire. Qu'est-ce que les gens qui se sont manifestés recherchaient en vous contactant ? Était-ce une manière thérapeutique pour eux de dépasser cet événement marquant tant d'années plus tard, une façon de clore le chapitre ? Je ne pense pas qu'ils puissent clore le chapitre. Cet événement est tellement ancré en eux jusqu'à aujourd'hui. Il suffit d'un déclencheur et ils replongent dans leurs souvenirs et tiennent à vous les raconter. Les émotions sont toujours là, tant d'années après. Je vois que ces émotions traversent le temps et les générations. Même moi qui n'avais que 11 ans à l'époque, cela m'a marqué à vie. Oui, les gens veulent partager leurs souvenirs. Ils veulent dire au monde leur vision des choses, parce que pour la plupart, cela reste une injustice totale. Et surtout pour ceux qui ont perdu un proche, et d'autant plus qu'il n'y avait jamais eu d'excuse de la part de quiconque. Qu'est-ce que ce travail de recherche vous a-t-il apporté personnellement et qu'est-ce que le résultat de ces recherches, votre documentaire donc, nous dit sur la société tchèque actuelle ? J'ai essayé de faire en sorte que ce travail ait des résonances avec notre époque actuelle, et notamment avec la situation politique actuelle en République tchèque. Le gouvernement de notre Premier ministre actuel est soutenu par le Parti communiste, et même si c'est un soutien minoritaire, c'est un fait. En outre, ce Premier ministre a lui-même un passé communiste. D'un autre côté, nous avons un président qui flirte avec les pays comme la Chine ou la Russie. J'ai demandé à tous les gens qui ont témoigné sur août 68 s'ils ressentaient une forme de danger à l'heure actuelle. Ils étaient étonnés par ma question. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ressentent, cela m'a surpris. Ce documentaire est aussi sur cette thématique. La pression actuelle de l'élite politique tchèque et le marketing que celle-ci développe pour arriver à ses fins, c'est aussi dangereux pour notre société. En 68 aussi, les gens ont cru dans leurs élites et qui les ont trahis. Or, il ne faut pas croire aveuglément les élites, il faut toujours être dans une position critique et les renvoyer à leurs propres contradictions. Il faut toujours rester vigilant. J'espère que c'est ce qui ressortira de ce film aussi. Comme d'autres villes à travers le monde, Prague lutte continuellement contre la surpopulation de pigeons. Les conseillers municipaux du quartier de Žižkov viennent de décider d'une nouvelle approche face au problème. Au lieu d'éliminer les oiseaux, ils veulent mettre en place le premier pigeonnier urbain du pays. Zoé Samin nous en dit plus. Selon les ornithologues, il y aura environ 80 000 pigeons sauvages à Prague, surtout dans les quartiers où se trouvent de grands blocs de vieilles maisons,
comme à Karlin, Žižkov et Vinohrady, mais aussi dans la vieille ville. Les excréments des oiseaux causent d'importants dommages sur les immeubles et monuments historiques et leur nettoyage représente un coût élevé. Mais les pigeons présentent aussi un risque sanitaire car ils sont porteurs de multiples pathogènes qui peuvent se transmettre à l'homme. Actuellement, les autorités de la ville régulent l'excès de pigeons en les capturant pour les tuer. Mais les conseillers de Žižkov, dans le 3e arrondissement de Prague, ont décidé d'une approche plus humaine du problème. S'inspirant de l'Allemagne, ils veulent construire un pigeonnier pour encourager les oiseaux à s'y installer au lieu d'être sur les balcons et les toits des immeubles. Dès que les pigeons commenceront à se reproduire, leurs œufs seront récupérés et remplacés par de faux œufs, comme l'explique Katarzyna Brabentsova, qui fait partie de l'équipe d'organisation de ce pigeonnier municipal. Les œufs sont artificiels et environ de la même taille que les vrais. Ils sont un peu plus solides, donc il n'y a pas de danger que les pigeons les cassent en les manipulant ou quand ils les couvent chacun leur tour. Normalement, la femelle va continuer à couver les œufs artificiels pendant 20 à 25 jours, avant de se rendre compte qu'ils n'écloront pas et de les abandonner. Si les œufs sont enlevés sans être remplacés, la femelle pigeon va en pondre de nouveau immédiatement et elle le fera à chaque fois que ses œufs seront enlevés. Selon Katarzyna Brabentsova, prendre les œufs des pigeons n'a aucune incidence sur eux. Si les œufs n'éclosent pas, ça ne traumatise pas les oiseaux. Il n'y a aucune raison pour eux de partir ailleurs pour trouver un nouveau lieu de nidification. Ils ont un endroit sécurisé avec de l'eau et de la nourriture, donc ils ne migrent pas. C'est le pigeonnier imaginé par Karolina Munkova et Paulina Zawadzka qui a remporté le concours lancé par la Galerie de la ville de Prague avec un projet intitulé Art pour la ville. La structure en bois blanc sera installée dans le parc près de la colline de Žižkov et pourra accueillir environ 200 pigeons. Sa construction, dont le coût est estimé à 500 000 couronnes, commencera cet automne. Si le projet se révèle être un succès, les conseillers municipaux de Prague prévoient d'installer dans le futur plus de pigeonniers dans la ville. C'est la fin de cette émission hebdomadaire de Radio Prague International. Elle vous a été présentée par Magdalena Hrozinkova avec Jiří Matějček à la réalisation. L'information tchèque en français, ça continue sur français.radio.cz. Merci de votre attention et de votre fidélité. Portez-vous bien. À la prochaine. Naslyšenou.